Tu sais exactement de quoi il s'agit. Dès que tu as lu ces mots, quelque chose en toi a reconnu une situation, un visage, une dynamique. Peut-être quelqu'un avec qui tu te disputes d'une façon qui ne ressemble à aucune autre dispute dans ta vie. Quelqu'un dont les mots atteignent des endroits en toi que personne d'autre ne semble capable d'atteindre, ni en bien, ni en mal. Quelqu'un avec qui tu peux passer de la plus grande tendresse à la plus profonde douleur en l'espace d'une conversation, parfois en l'espace d'une phrase. Peut-être que c'est une relation amoureuse, peut-être que c'est un parent, un frère, une sœur. Peut-être que c'est un ami d'une profondeur particulière. Mais quelle qu'en soit la forme, il y a quelque chose dans cette relation qui la distingue de toutes les autres. L'intensité de ce que vous vous faites l'un à l'autre. La capacité que vous avez mutuellement à vous toucher vraiment, au sens le plus littéral du terme. À atteindre quelque chose d'essentiel, quelque chose de fondamental, quelque chose que vous n'exposez normalement pas. Et tu as peut-être essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi précisément cette personne-là? Pourquoi les mots de quelqu'un d'autre glissent sur toi alors que les siens pénètrent? Pourquoi tu peux encaisser une critique d'un inconnu avec légèreté alors que la même remarque venant d'elle ou de lui te déstabilise pendant des jours? Pourquoi cette relation-là, spécifiquement, a le pouvoir de te faire du mal d'une façon que rien d'autre ne fait, mais aussi de te faire du bien d'une façon que rien d'autre n'égale? La réponse habituelle est qu'il y a quelque chose de toxique, que cette dynamique est malsaine, qu'il faudrait poser des limites, prendre du recul, peut-être même s'éloigner. Et cette réponse n'est pas toujours fausse, mais elle est presque toujours incomplète. Elle décrit le symptôme sans expliquer la source. Elle propose une solution sans vraiment comprendre le problème. Carl Jung aurait posé une question différente. Il n'aurait pas demandé comment se protéger de cette blessure. Il aurait demandé ce que cette blessure révèle. Ce qu'elle indique sur la nature du lien entre ces deux personnes. Ce qu'elle dit de chacun d'eux sur ce qui n'a pas encore été vu, compris, intégré. Parce que pour Jung, la capacité à blesser et la capacité à aimer profondément ne sont pas des opposés. Elles sont presque toujours les deux faces d'un même phénomène. Et comprendre ce phénomène, vraiment le comprendre, pas simplement trouver comment s'en protéger, c'est peut-être l'une des choses les plus précieuses qu'on puisse faire pour soi-même et pour ses relations. Ce que la blessure révèle sur la profondeur du lien. Commençons par une vérité que peu de gens veulent entendre, parce qu'elle complique une narrative simple. On ne peut pas vraiment blesser quelqu'un qu'on n'a pas vraiment atteint. Et on ne peut pas vraiment atteindre quelqu'un à moins d'avoir été laissé entrer quelque part. Pense à ce qui se passe concrètement. Quand quelqu'un que tu connais à peine dit quelque chose de désagréable, quelque chose qui dans une autre bouche te ferait vraiment mal, tu le filtres. Tu l'observes depuis une distance psychologique naturelle. L'information n'a pas accès aux endroits où elle pourrait vraiment faire des dégâts. Parce que ces endroits sont protégés. Parce que tu n'as pas laissé cette personne entrer jusque-là. Mais avec quelqu'un à qui tu as donné accès, avec quelqu'un qui connaît tes zones vulnérables parce que tu les lui as montrées, volontairement ou involontairement, par la proximité, par le temps. Par l'intimité qui se construit dans le quotidien partagé, ce même type de remarque prend une toute autre dimension. Elle sait exactement où aller. Elle a une cartographie de toi que les autres n'ont pas. Et c'est là que Jung aurait dit quelque chose de fondamental. L'accès à nos zones vulnérables n'est pas accordé par erreur. Il n'est pas accordé par hasard. Il est accordé par une partie de nous qui a reconnu en l'autre quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui justifiait l'ouverture, quelque chose qui valait le risque de l'exposition. Et cette reconnaissance, même si elle n'est jamais consciente, même si tu ne t'en souviens pas comme d'une décision, est la marque d'un lien réel. La blessure dans une relation proche n'est donc pas la preuve que la relation est mauvaise. Elle est souvent la preuve que la relation est vraie, qu'elle n'est pas de surface. Qu'elle implique deux personnes qui ont vraiment laissé l'autre les approcher suffisamment pour que l'impact soit possible. Ce n'est pas une raison de tout accepter, de tout excuser,
de rester dans une situation qui fait du mal de façon systématique. Mais c'est une raison de regarder différemment ce que la blessure signifie. Pas uniquement comme un problème à résoudre, mais aussi comme une information sur ce qui existe entre ces deux personnes. L'ombre de Jung est pourquoi nous blessons ceux que nous aimons. Pour comprendre vraiment ce qui se passe dans ces dynamiques, il faut s'arrêter sur l'un des concepts les plus puissants et les plus mal compris de toute la psychologie jungienne. L'ombre. L'ombre, pour Jung, n'est pas simplement le côté sombre de notre personnalité, au sens où on l'entend généralement. Ce n'est pas juste la colère, la jalousie, la mesquinerie. L'ombre est quelque chose de bien plus vaste et de bien plus précis. C'est l'ensemble de tout ce que nous avons rejeté, refoulé, nié en nous-mêmes, tout ce qui ne correspond pas à l'image que nous voulons avoir de nous-mêmes et que nous présentons au monde. Cette ombre se forme très tôt dans la vie. Dès l'enfance, nous apprenons que certaines parties de nous sont acceptables et d'autres ne le sont pas. Certaines émotions sont bienvenues, d'autres sont réprimées. Certains aspects de notre personnalité sont valorisés, d'autres sont découragés. Et tout ce qui est ainsi mis de côté, tout ce qui ne passe pas le filtre de ce que nous pensons devoir être, ne disparaît pas. Il descend dans l'inconscient. Il devient l'ombre. Et l'ombre a une propriété particulière. Elle ne reste pas tranquillement dans l'inconscient. Elle cherche à exister, à s'exprimer, à être reconnue. Et quand elle ne peut pas le faire directement, quand nous continuons à lui barrer l'accès à la conscience, elle trouve d'autres chemins. L'un des chemins les plus fréquents et les plus problématiques est la projection. Nous projetons notre ombre sur les autres, et en particulier, nous la projetons sur les personnes les plus proches. Celles qui ont suffisamment de place dans notre vie pour recevoir ces projections. Celles avec qui nous avons suffisamment d'intimité pour que les défenses soient abaissées et que l'ombre puisse se manifester. Ce que cela signifie concrètement est à la fois simple et profondément dérangeant. Les choses qui nous irritent le plus chez les personnes que nous aimons, les comportements qui nous mettent hors de nous, les défauts que nous ne pouvons pas supporter, sont très souvent des reflets de notre propre ombre. Des parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore acceptées, que nous avons rejetées avec tant d'énergie que les voir chez l'autre produit une réaction disproportionnée. Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Non pas parce que l'autre ne fait rien qu'il mérite, mais parce que la violence de notre réaction, l'intensité de ce que ça déclenche en nous, est toujours aussi, et peut-être surtout, un signal venant de l'intérieur. Pourquoi l'amour et la blessure viennent du même endroit? Il y a quelque chose que les gens en relation profonde observent souvent sans pouvoir l'expliquer. Que les moments de plus grande blessure et les moments de plus grande tendresse se ressemblent d'une certaine façon. Pas dans leur contenu, évidemment, mais dans leur intensité, dans la qualité de présence qu'ils demandent, dans le sentiment d'être vraiment exposé, vraiment touché, vraiment dans quelque chose de réel. Ce n'est pas un hasard. Et Jung en aurait l'explication. Dans les relations vraiment proches, les deux personnes s'exposent mutuellement à des parties d'elles-mêmes qu'elles n'exposent pas ailleurs. Et ce mouvement d'exposition, qu'il soit volontaire ou involontaire, qu'il prenne la forme de la tendresse ou de la colère, de la vulnérabilité ou de l'attaque, implique toujours le même phénomène fondamental. Un être humain qui sort de derrière ses défenses. La colère dans une relation profonde, la vraie colère. Pas l'irritation de surface, mais la colère qui tremble, qui cherche quelque chose, qui fait mal, est souvent l'ombre qui cherche à être vue. Elle est souvent la manifestation de quelque chose de profondément blessé, de profondément non dit, de profondément non reconnu, qui trouve enfin un espace pour exister, même si cet espace est un conflit. Et la tendresse dans une relation profonde, la vraie tendresse, celle qui désarme, celle qui fait monter les larmes sans vraiment savoir pourquoi. C'est la même exposition fondamentale, mais cette fois dans la direction de l'ouverture, plutôt que de la fermeture défensive. Les deux viennent du même endroit. Ils viennent du fait
que ces deux personnes se sont approchées suffisamment pour atteindre quelque chose de réel l'une dans l'autre. Et quand on atteint quelque chose de réel, la réaction est toujours intense, dans un sens ou dans l'autre, parce que c'est la nature de ce qui est réel d'avoir du poids, d'avoir de l'impact, de ne pas pouvoir être simplement ignoré. Le mécanisme de la répétition. Pourquoi on se blesse encore et encore? Il y a quelque chose qui caractérise souvent ces relations particulières, celles où la blessure et la proximité semblent inséparables. C'est la répétition. Vous vous blessez, vous vous réconciliez, vous vous rapprochez, vous vous blessez à nouveau. Parfois sur les mêmes thèmes, avec les mêmes mots, dans les mêmes circonstances. Parfois avec une variation suffisante pour que ça semble différent de l'extérieur, mais qui, vu de l'intérieur, ressemble étrangement à ce qui s'est déjà passé. Et cela produit souvent un sentiment de désespoir ou de confusion. Pourquoi ça recommence? Pourquoi, avec toute la bonne volonté du monde, avec toutes les conversations, toutes les résolutions, tous les efforts, on se retrouve à nouveau au même endroit, à se faire du mal de la même façon? Jung aurait répondu avec une précision qui est à la fois rassurante et exigeante. La répétition n'est pas un signe que la relation est condamnée. La répétition est un signe que quelque chose n'a pas encore été vraiment vu. Quelque chose n'a pas encore été vraiment compris. Et l'inconscient, dans sa logique obstinée, continue à recréer les conditions pour que ce quelque chose puisse finalement être vu. Il parlait de ce phénomène en termes de compulsion de répétition, ce besoin inconscient de revivre certaines dynamiques jusqu'à ce qu'elles soient résolues. Non pas par masochisme, non pas par manque de volonté, mais parce que quelque chose dans la psyché cherche la compréhension, cherche la guérison, cherche l'intégration. Et quand la compréhension n'est pas atteinte, quand la guérison n'est pas accomplie, quand l'intégration n'a pas eu lieu, la situation se recrée pour donner une nouvelle opportunité. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester indéfiniment dans une relation qui fait du mal en attendant que la leçon soit apprise. Cela veut dire que si le même type de blessure se répète, dans cette relation ou dans des relations successives, la question la plus importante n'est pas comment arrêter l'autre de faire ça. La question la plus importante est qu'est-ce que cela m'indique sur quelque chose en moi qui n'a pas encore été résolu? Parce que les dynamiques relationnelles douloureuses qui se répètent ne sont jamais entièrement la faute de l'autre. Elles sont toujours aussi, en partie, la manifestation de quelque chose dans notre propre inconscient qui attire ces situations, qui y répond d'une façon particulière, qui contribue à les maintenir en vie. Et c'est là que se trouve le vrai levier de transformation. Ce que la blessure dit sur ta propre ombre. Voici la partie la plus difficile, la partie que l'on préfère souvent ne pas regarder. Quand quelqu'un que tu aimes te fait du mal, il y a toujours une tentation de s'installer dans la position de la victime. Et parfois, objectivement, tu l'es. Parfois quelqu'un fait quelque chose qui est réellement blessant, réellement injuste, réellement disproportionné. Il ne s'agit pas de nier ça. Mais Jung aurait insisté sur quelque chose d'inconfortable. Il aurait insisté sur le fait que dans presque toutes les dynamiques relationnelles blessantes mutuelles, les deux personnes jouent un rôle. Pas nécessairement de façon égale, pas nécessairement de façon symétrique, pas nécessairement de façon consciente, mais elles jouent toutes les deux un rôle. Et refuser de regarder son propre rôle, même quand c'est difficile, même quand l'autre a clairement mal agi, c'est se priver du seul levier sur lequel on a vraiment de pouvoir. Alors, la question qu'il faudrait vraiment se poser, honnêtement, dans la solitude d'un moment d'introspection vrai, n'est pas seulement qu'est-ce qu'il ou elle m'a fait. La question est qu'est-ce qui en moi a contribué à créer cette situation? Qu'est-ce qui en moi a répondu d'une façon qui a amplifié le problème plutôt que de le résoudre? Qu'est-ce que je n'ai pas dit quand il aurait fallu le dire? Qu'est-ce que j'ai exprimé d'une façon qui a déclenché quelque chose que je ne voulais pas déclencher? Et plus profondément, qu'est-ce que la façon dont cette personne me blesse révèle sur mes propres zones non guéries? Sur les blessures que je portais bien avant cette relation et que cette relation a simplement activées? Sur les parties de moi-même
que je n'ai pas encore acceptées et qui, quand elles sont reflétées par l'autre, produisent cette réaction de douleur ou de colère disproportionnée. Ce travail est inconfortable. Il demande une honnêteté avec soi-même que beaucoup évitent parce qu'il est plus facile, au moins à court terme, de concentrer l'analyse sur ce que l'autre a fait de mal. Mais c'est ce travail, et seulement ce travail, qui peut vraiment changer quelque chose à la dynamique. Pas les conversations répétées sur les mêmes reproches, pas les résolutions prises dans l'émotion du rapprochement, mais le regard honnête sur ce que tu portes et qui contribue à cette danse douloureuse. La blessure comme invitation à l'individuation. Jung voyait les grandes souffrances relationnelles non pas comme des accidents malheureux ou comme des preuves que certaines personnes sont incompatibles. Il les voyait comme des invitations à un travail sur soi que rien d'autre ne peut déclencher avec la même intensité. Il disait que la relation intime est le contexte dans lequel nous sommes le plus confrontés à nous-mêmes, parce que l'autre nous reflète d'une façon que rien d'autre ne peut faire. Les amis gardent souvent une certaine distance, par politesse, par tact, par souci de maintenir la relation agréable. Les collègues opèrent dans un cadre délimité, qui protège les deux parties. Les inconnus n'ont pas accès aux zones profondes. Mais quelqu'un qui nous aime et qui a tout partagé avec nous, quelqu'un qui connaît nos contradictions, qui a vu nos zones d'ombre sans les chercher, qui a été là dans les moments où le masque est tombé. Cette personne-là a un accès unique. Et elle s'en sert, consciemment ou non. Souvent de façon involontaire, simplement en étant ce qu'elle est, en réagissant à ce qu'elle voit, en exprimant ce qu'elle ressent. Et chaque fois que cette personne nous touche dans quelque chose de profond, dans quelque chose de douloureux, quelque chose qui n'était pas encore guéri, qui n'était pas encore intégré, qui n'était pas encore vraiment regardé, elle nous offre quelque chose. Pas une agression, une opportunité. L'opportunité de voir ce que nous ne voulions pas voir, d'admettre ce que nous n'avions pas encore admis, de comprendre quelque chose sur nous-mêmes qui était là depuis longtemps, mais qui attendait ces conditions particulières pour pouvoir émerger. Ce n'est pas romantiser la souffrance. Ce n'est pas dire que la douleur est bonne en soi ou qu'il faut la chercher. C'est reconnaître que la douleur dans les relations profondes a presque toujours quelque chose à nous apprendre. Et que c'est la chose la plus précieuse qu'on puisse en tirer. Bien plus précieuse que la simple résolution du conflit de surface. Ce que les conflits répétés protègent réellement. Voici quelque chose de contre-intuitif que Jung aurait exploré avec beaucoup de soin. Dans certaines relations, les conflits répétés, aussi douloureux qu'ils soient, servent une fonction. Ils protègent quelque chose que les deux personnes ne savent pas encore comment tenir autrement. Parfois, les deux personnes dans une relation proche ont peur de la vraie intimité. Pas l'intimité physique, pas l'intimité émotionnelle de surface, mais l'intimité profonde, celle qui demande de se montrer complètement, sans défense, sans performance, sans aucune protection. Et le conflit, aussi paradoxal que ça puisse sembler, peut être une façon de rester en contact tout en maintenant une distance de sécurité. En se disputant, on s'implique. On est présent l'un à l'autre d'une façon intense, d'une façon qui ressemble à de la connexion, mais qui maintient les deux personnes dans une position défensive qui les protège de la vraie vulnérabilité. Il y a aussi autre chose que les conflits répétés protègent parfois. Ils protègent certaines vérités non dites, certaines conversations que les deux personnes savent, quelque part, qu'elles devraient avoir et qu'elles ne savent pas comment avoir, certains besoins non exprimés, certaines peurs non avouées. Et tant que ces vérités restent non dites, le conflit continue à les représenter de façon déguisée, à les mettre en scène sous une autre forme, parce que quelque chose dans la dynamique insiste pour qu'elle soit reconnue. Jung aurait dit que la vraie résolution d'un conflit répétitif dans une relation proche passe presque toujours par la conversation la plus difficile, celle qu'on a le plus évitée, celle dont on a le plus peur.
Non pas la conversation sur les reproches et les torts, non pas la conversation sur qui a raison et qui a tort, mais la conversation sur ce qui est vraiment là, sous tout ça. La peur de l'abandon. La peur de ne pas être suffisant. La peur d'être vu tel qu'on est et de ne pas être aimé quand même. Les besoins qu'on n'a jamais su formuler parce qu'on avait appris très tôt que les formuler était dangereux. Ces conversations sont rarement faciles. Elles demandent un courage qui n'est pas évident. Elles demandent une vulnérabilité que nos mécanismes de défense passent souvent leur temps à nous empêcher d'atteindre. Mais quand elles se produisent, quand quelque chose de vraiment vrai est finalement dit dans un espace où l'autre peut l'entendre, quelque chose change. Pas toujours de façon dramatique, pas toujours de façon permanente. Mais quelque chose change, parce que quelque chose a finalement été vu. Pourquoi certaines personnes te blessent plus que d'autres, même quand elles n'essaient pas? Il y a quelque chose que tu as peut-être remarqué. Que certaines personnes dans ta vie peuvent te blesser sans même en avoir l'intention. Que quelque chose dans leur façon d'être, dans leurs mots ordinaires, dans des moments qui ne sont pas des conflits, touche quelque chose de sensible en toi, d'une façon que tu ne t'expliques pas toujours. Jung avait une explication pour cela, qui est à la fois troublante et utile. Ces personnes touchent au quelque chose dans ton complexe, dans cette structure psychique inconsciente construite autour de tes blessures les plus fondamentales, de tes peurs les plus profondes, de tes zones les plus non guéries. Ce n'est pas leur faute, au sens propre du terme. Ils n'ont pas nécessairement fait quelque chose de mal, mais quelque chose, dans ce qu'ils sont, ou dans ce qu'ils font, ou dans la façon dont ils le font, résonne avec quelque chose en toi qui est déjà là, qui était là avant eux, qui sera là après eux, si tu ne le travailles pas. C'est pour cela que la même remarque, dans la bouche de deux personnes différentes, peut produire des effets si différents. Ce n'est pas seulement la remarque qui compte, c'est ce que la remarque active en toi. Et ce qu'elle active en toi dépend de ta propre histoire, de tes propres blessures, de tes propres zones inconscientes qui n'attendent que les bonnes circonstances pour se manifester. Cela ne veut pas dire que tu es responsable de tout ce que tu ressens, que tes douleurs sont simplement des projections dont il faudrait te débarrasser. Cela veut dire que ta douleur a une source qui est à la fois dans le présent et dans le passé, à la fois dans la relation et en toi, et que comprendre cette double source est la façon la plus honnête et la plus utile d'aborder ce que tu ressens. Ce que la réconciliation révèle que le conflit cachait. Il y a quelque chose de particulièrement révélateur dans les réconciliations entre personnes proches qui se sont blessées. Quelque chose dans ces moments-là que les conflits eux-mêmes ne permettent pas de voir. Quand deux personnes qui se sont blessées se retrouvent, quand quelque chose de la connexion se rétablit après la douleur, il y a souvent un sentiment de reconnaissance particulier. Quelque chose comme un soulagement qui va au-delà du simple apaisement de la tension. Quelque chose comme un retour à soi-même, autant qu'un retour à l'autre. Jung l'aurait interprété de cette façon. Dans la blessure, quelque chose de la connexion est mis en péril. Et cette connexion, dans les relations vraiment proches, est devenue une partie de l'architecture psychologique de chacun. Une partie de la façon dont chacun se tient debout. Alors quand elle est menacée, c'est quelque chose d'essentiel qui vacille, pas seulement la relation, mais une partie de la base sur laquelle chacun s'appuie. Et dans la réconciliation, quand cette connexion se rétablit, ce qui est restauré, c'est aussi cette base. Quelque chose de structurellement important dans la psyché de chacun retrouve son ancrage. Et c'est pour cela que la réconciliation dans ces relations-là a souvent cette qualité particulière, plus profonde que le simple pardon, plus intense que la simple résolution d'un désaccord. C'est quelque chose de plus fondamental qui se remet en place. Mais Jung aurait aussi ajouté ceci, avec la précision qui est la sienne. Si la réconciliation n'est pas accompagnée d'une compréhension réelle de ce qui s'est passé, si elle n'est qu'un retour au confort de la connexion sans vraiment regarder ce qui a créé la rupture, alors la dynamique n'a pas changé. Elle a été suspendue, et elle se manifestera à nouveau, parce que la source n'a pas été touchée.
La vraie réconciliation dans ce cadre-là n'est pas seulement le rétablissement de la paix. C'est le début d'une compréhension mutuelle plus profonde. C'est l'utilisation de ce que la blessure a révélé comme matériau pour construire quelque chose de différent, quelque chose de plus honnête, quelque chose qui intègre ce qui a été vu plutôt que de le recouvrir d'un retour à la normale. La différence entre une relation blessante et une relation toxique. Il est essentiel d'être précis ici, parce que tout ce qui a été dit jusqu'à présent pourrait être mal compris, pourrait être utilisé pour justifier de rester dans des situations qui font du mal de façon systématique. Ce n'est pas ce que Jung voulait dire, et ce n'est pas ce que je veux dire. Il y a une différence fondamentale entre une relation dans laquelle deux personnes proches se blessent parfois parce qu'elles sont humaines, parce qu'elles ont des ombres non intégrées, parce qu'elles se confrontent dans des zones profondes et sensibles, et une relation dans laquelle une personne blesse systématiquement l'autre d'une façon qui l'empêche de se développer, de se voir clairement, d'avoir accès à sa propre valeur. La première est une réalité de toutes les relations profondes. La deuxième est quelque chose de différent. Et Jung, malgré toute sa compréhension des dynamiques inconscientes, malgré toute sa capacité à voir comment les blessures servent des fonctions psychologiques, aurait été le premier à dire que certaines situations demandent non pas une meilleure compréhension de la dynamique, mais une sortie de la dynamique. La question que l'on peut se poser pour distinguer les deux est celle-ci. Est-ce que cette relation, malgré les blessures, malgré les conflits, malgré les moments difficiles, te permet de grandir? Est-ce qu'elle laisse de l'espace pour que tu sois qui tu es? Est-ce qu'elle contribue, au long cours, et pas seulement dans les bons moments, à quelque chose de plus entier en toi? Ou est-ce qu'elle t'appauvrit? Est-ce qu'elle te fait douter de toi-même d'une façon qui n'est pas productive mais destructrice? Est-ce qu'elle t'empêche d'accéder à des parties de toi-même dont tu as besoin? La réponse honnête à ces questions ne peut pas être trouvée dans les moments de conflit, ni dans les moments de réconciliation émotionnelle. Elle se trouve dans le regard posé sur la trajectoire de la relation, sur ce que tu es maintenant par rapport à ce que tu étais avant, sur la direction dans laquelle la dynamique t'emmène. Comment transformer une dynamique blessante? Si tu as reconnu quelque chose de vrai dans ce qui a été dit, si tu as reconnu une relation dans ta vie où la blessure et la proximité semblent inséparables, alors voici ce que Jung aurait dit sur ce qu'on peut faire avec ça. La première chose, et c'est peut-être la plus contre-intuitive, est de cesser de se concentrer uniquement sur l'autre. Cesser de chercher comment changer l'autre, comment le convaincre d'agir différemment, comment obtenir de lui ou d'elle la reconnaissance, l'excuse, la transformation que tu attends. Non pas parce que l'autre n'a pas de responsabilité, mais parce que tu n'as aucun contrôle sur ce travail dans l'autre. Tu as seulement du contrôle sur ton propre travail. Et ton propre travail est le seul qui peut vraiment changer quelque chose à la dynamique de façon durable. Ce travail commence par regarder honnêtement tes propres zones d'ombre dans cette relation. Les parties de toi que tu n'aimes pas voir, celles que tu projettes peut-être sur l'autre. Les comportements que tu reproches à l'autre et qui existent aussi en toi sous une forme différente. Les besoins que tu n'exprimes pas clairement et qui se manifestent de façon indirecte dans les conflits. Il continue par identifier ce que la blessure active en toi qui vient de bien avant cette relation. Les blessures originelles, celles de l'enfance, de l'adolescence, des premières expériences relationnelles qui ont construit tes schémas d'attachement, ta façon de réagir quand tu te sens rejeté, non reconnu, abandonné, contrôlé. Ces blessures-là ne sont pas la faute de la relation actuelle, mais elles utilisent la relation actuelle pour se manifester et demander, encore une fois, à être guéries. Et il se conclut, si la relation vaut la peine d'être transformée et si l'autre est prêt à y participer, par une honnêteté différente. Pas l'honnêteté du conflit, qui dit ce que l'autre a fait de mal, mais l'honnêteté de la vulnérabilité, qui dit ce que tu ressens vraiment, ce dont tu as vraiment besoin, ce qui t'a vraiment blessé et pourquoi, avec la précision et l'humilité
de quelqu'un qui reconnaît sa propre part dans la dynamique, ce que tu dois vraiment entendre maintenant. Revenons à cette relation, celle à laquelle tu as pensé dès le début. Celle où la blessure et la proximité semblent tellement entremêlées que tu ne sais plus parfois comment démêler l'une de l'autre. Je veux que tu entendes quelque chose de vrai sur cette situation. Le fait que tu te blesses mutuellement, le fait que vous ayez cette capacité à vous atteindre si profondément, ce n'est pas uniquement le signe que quelque chose ne va pas. C'est aussi le signe que quelque chose est réel, que la connexion est vraie, que vous avez tous les deux accordé à l'autre un accès que vous n'accordez pas à tout le monde. Et cet accès, même quand il fait mal, même quand il est mal utilisé, même quand la dynamique est douloureuse, témoigne de quelque chose d'essentiel dans la relation. Mais Jung aurait ajouté ceci, et c'est peut-être la chose la plus importante. La proximité ne justifie pas la blessure. L'amour ne rend pas la douleur acceptable. L'intensité du lien n'est pas une excuse pour les comportements qui font du mal. Ce que cette compréhension offre, ce n'est pas une raison de tout endurer. C'est une façon de comprendre ce qui se passe réellement pour pouvoir faire des choix éclairés. Le choix de travailler sur soi pour ne plus contribuer à la dynamique blessante. Le choix d'avoir la conversation difficile qui peut changer quelque chose de fondamental. Le choix de reconnaître que certaines blessures viennent de loin et que les soigner est ton travail, indépendamment de ce que fait l'autre. Le choix, parfois, de reconnaître que la relation dans sa forme actuelle ne permet pas le développement de l'un ni de l'autre et que l'acte d'amour le plus profond est parfois de changer fondamentalement la forme de cette relation. Jung disait que la conscience est le seul antidote à l'inconscient. Que voir ce qui se passe vraiment, sans se cacher derrière les récits simplifiés du bien et du mal, de la victime et du coupable, de l'amour pur et de la toxicité pure, est la seule façon de vraiment transformer une situation, plutôt que simplement la subir ou la fuir. La vérité sur deux personnes qui se blessent. Alors voici ce que Jung nous enseigne vraiment sur les relations dans lesquelles la proximité et la blessure sont intimement liées. Deux personnes qui se blessent, et qui se blessent encore, qui reviennent l'une vers l'autre malgré la douleur, qui ne savent pas vraiment comment vivre cette relation, mais qui ne savent pas non plus comment s'en passer, ne vivent pas une histoire d'amour pathologique. Pas nécessairement. Souvent, elles vivent deux inconscients qui travaillent. Deux psychés qui utilisent la relation comme miroir, comme catalyseur, comme espace où ce qui n'a pas encore été vu peut enfin se manifester. La blessure, dans ce cadre, n'est pas une anomalie. Elle est un signal. Le signal que quelque chose d'important est en jeu, que les deux personnes portent quelque chose qui cherche à être vu, compris, guéri, intégré. Que la relation, malgré tout ce qu'elle coûte, offre quelque chose que peu d'autres contextes peuvent offrir. La confrontation avec soi-même à travers le regard de l'autre. Ce n'est pas une invitation à rester dans la souffrance en attendant une révélation. C'est une invitation à faire le seul travail qui change vraiment quelque chose. Le travail sur soi, le travail de l'ombre, le travail de l'honnêteté avec les zones en toi que tu as encore du mal à regarder. Parce que quand ce travail est fait, quand tu commences à voir ta propre ombre avec plus de clarté et moins de honte, quand tu commences à comprendre d'où viennent tes blessures les plus profondes et comment elles se manifestent dans tes relations, quelque chose change. Pas seulement dans cette relation, dans toutes tes relations. Dans ta façon d'être avec les autres et avec toi-même. La proximité cesse d'être une menace. La vulnérabilité cesse d'être un danger. Et la blessure, quand elle se produit encore, comme elle se produira toujours dans les relations vraiment proches, perd quelque chose de son pouvoir de déstabilisation. Elle devient information plutôt que catastrophe. Elle devient invitation plutôt qu'agression. Et c'est là, à ce moment-là, quand tu peux tenir la blessure avec cette qualité d'attention, que quelque chose de vraiment différent devient possible dans tes relations. Non plus la danse de l'ombre et de la projection,
non plus la répétition des mêmes blessures sous des formes légèrement différentes, mais quelque chose de plus réel, construit sur une compréhension de toi-même qui n'était pas possible avant tout ce que tu as traversé. Jung aurait dit que le plus grand cadeau que nous pouvons faire à quelqu'un que nous aimons, c'est de faire notre propre travail. Pas de les changer, pas de les guérir, mais de faire notre propre travail avec suffisamment d'honnêteté et suffisamment de courage pour que notre façon d'être avec eux puisse, elle, changer vraiment. Et ce travail commence non pas dans la relation, mais en toi. Dans ce moment de solitude honnête où tu cesses de te concentrer sur ce que l'autre t'a fait et où tu commences à te demander ce que tout ça révèle sur toi, sur ce dont tu as besoin, sur ce que tu portes, sur qui tu es en train de devenir à travers tout ce que tu traverses. C'est toujours là que commence le changement réel, pas ailleurs, pas avec une autre personne, pas dans une autre relation, ici, en toi, maintenant.